Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Le jour où la 205 a rendu son dernier souffle, un ouvrier de Sochaux a glissé une pièce de monnaie sous le tapis du conducteur, comme « on glisse un mot dans un cercueil », un petit porte-bonheur, une blague triste. Et pourtant, à quelques mètres de là, sur une autre chaîne, une silhouette neuve attendait déjà, plus ronde, plus insolente, presque trop jolie pour être honnête. Sauf que personne ne savait encore si cette beauté allait sauver Peugeot ou l'humilier. Parce qu'au même moment, dans les parkings de France, une autre scène se jouait. Des 205 usés jusqu'à l'os, qui puent l'essence, froide et la clope, avec des sièges tachés par 15 ans de sandwichs écrasés, de sueur d'été et de vie trop serrée. Des voitures qu'on aime justement parce qu'elles ont tout vu et qu'elles ne jugent personne. Alors, imagine, tu dois remplacer ça, une icône nationale, une voiture devenue un réflexe, un accent, presque un membre de la famille. Tu dois faire mieux, sans trahir. Et tu n'as pas le droit à l'erreur. Ce qui a précédé la 206, ce n'est pas juste un modèle précédent, c'est un mythe. La 205, en France, c'était la voiture des apprentis, des étudiants, des jeunes parents, des ouvriers, des fêtards, des prudents. La voiture de tout le monde. Elle a traversé les années 80 et 90 comme un couteau suisse roulant. Pas cher, vive, facile à réparer, assez robuste pour encaisser les trottoirs et les hivers. Une voiture qui ne demandait pas la perfection. Elle demandait juste de la vie. Et justement, à la fin des années 90, la vie change, la France change. Les routes, les villes, les habitudes, tout se resserre et s'accélère. Dans les centres-villes, les places de stationnement deviennent des pièges. Les rues se bouchent. Les conducteurs veulent des autos compactes, mais pas des boîtes à chaussures. Ils veulent une citadine qui se faufile et qui rassure. Les familles veulent une petite voiture, mais avec des airs de grande... Les jeunes veulent du style, parce que l'image, désormais, vaut autant que le moteur. Et la sécurité n'est plus une option. C'est une obsession qui monte, et puis il y a la concurrence, qui mord. Dans cette arène-là, tu ne vends pas seulement une voiture, tu vends une promesse de liberté. La Renault Clio, notamment, devient un repère. Et Peugeot le sait. La citadine polyvalente, c'est le cœur du marché, le cœur du pays. Le cœur de ce que les Français achètent pour la vraie vie. Alors Peugeot se retrouve face à une équation presque cruelle. Faire une voiture populaire, sans être banale. Faire une voiture moderne, sans être fragile. Faire une voiture désirable, sans devenir hors de prix. Et surtout, faire oublier la 205 sans l'assassiner. Parce qu'il y a un détail que les gens ignorent souvent. Remplacer une voiture culte, c'est comme remplacer un chanteur dans un groupe légendaire. Tu peux être techniquement meilleur et te faire détester quand même. Les fans ne veulent pas seulement un bon produit, ils veulent retrouver une sensation, une époque, un goût. Et Peugeot, à ce moment-là, a besoin de bien plus qu'un succès commercial. Il lui faut un symbole, une preuve qu'ils ne sont pas en train de s'endormir. Il leur faut une voiture qui dise « On est encore là, on a encore faim ». La 205 s'arrête en France à la toute fin de 1998. Et ce n'est pas une date comme une autre, c'est un passage de relais brutal. On ferme un chapitre qui a vendu des millions et on ouvre une page blanche, avec des gens qui attendent déjà de la déchirer au moindre faux pas. La peur n'est pas abstraite. Elle est dans les garages, dans les concessions, dans les ateliers. Et si la suivante est moins fiable? Et si elle rouille? Et si elle coûte trop cher? Et si elle n'a pas d'âme? Parce que l'âme, voilà le mot. Les Français parlent d'une voiture comme d'une personne. On dit « elle m'a lâché »,« elle a tenu bon »,« elle a du caractère ». On s'attache, on pardonne, on râle, puis on revient. Ce rapport-là, intime, presque irrationnel, c'est un terrain miné. Et la fin des années 90 a aussi un autre parfum, celui de l'optimisme nerveux. On est à l'aube des années 2000, on a peur et envie. En même temps,
Les technologies se multiplient, les designs s'audacifient, les marques cherchent à faire jeune sans paraître ridicule. Les pubs deviennent plus agressives, plus stylisées, plus clip. La voiture, dans l'imaginaire, n'est plus seulement un outil. Elle redevient un objet de désir, surtout pour les citadines. C'est paradoxal. Plus on vit serré, plus on veut quelque chose de personnel, de beau, de distinct. Et dans ce contexte, Peugeot doit répondre à des besoins très concrets. Besoin d'espace intelligent, petite dehors, logeable dedans, besoin de sécurité, structure, airbag, comportement routier rassurant, besoin de coûts maîtrisés, achat, entretien, consommation, besoin d'image, une face avant reconnaissable, un style qui fait tourner la tête au feu rouge, besoin d'un nouveau récit, pas seulement la remplaçante, mais la nouvelle idole. Sauf qu'il y a une tension permanente. Plus tu ajoutes, plus tu alourdis, plus tu rends moderne, plus tu risques de casser la simplicité qui plaisait tant. Et si tu trahis cette simplicité, tu trahis une part de la France populaire qui n'achète pas une voiture pour se faire plaisir. Mais pour survivre au quotidien, Peugeot connaît ce public. Dans les campagnes, on veut une voiture qui démarre quand il gèle, qui traverse les routes défoncées, qui n'a pas peur de la boue. En banlieue, on veut une voiture qui encaisse les parkings de cité, les chocs de portières, les démarrages pressés, les allers-retours sans fin. En ville, on veut une voiture qui se gare comme un chat et qui ne boit pas comme un camion. Et au-dessus de tout, il y a une demande invisible, presque honteuse. On veut une voiture qui ne te fasse pas sentir pauvre. Tu peux rire, mais c'est vrai. Une citadine, c'est souvent le premier achat, le premier crédit, la première indépendance. Elle devient un costume social, et les Français, même quand ils prétendent s'en foutre, regardent. Ils regardent la marque, la ligne, la propreté, les jantes, le bruit du moteur. Une voiture peut te donner l'air à l'aise, ou te coller une étiquette. Peugeot, avec la 205, avait réussi un miracle. Être accessible sans être humiliant. Il fallait refaire ce miracle, une deuxième fois, sous pression, face à une concurrence qui ne dort pas. Et il y a un autre besoin, plus stratégique encore. La mondialisation. Une citadine française doit pouvoir plaire au-delà des frontières. Parce que les volumes, désormais, font la survie. La voiture doit séduire en Europe, mais aussi s'adapter à d'autres marchés, d'autres routes, d'autres habitudes, d'autres attentes de carrosserie. C'est une époque où l'on commence à penser plateforme, déclinaison, rentabilité. Autrement, une citadine n'est plus une simple petite auto. C'est une base, un socle pour 1000 versions, 1000 vies. Alors, imagine le tableau. Peugeot est debout devant un précipice. Derrière, la 205, monument, nostalgie, fidélité. Devant, le futur, exigence, normes, concurrence, image. Et au milieu, une question brutale. Est-ce qu'on peut fabriquer une nouvelle légende ? Volontairement ? C'est là que le drame commence vraiment. Parce que la naissance d'une voiture culte ne se décrète pas. On peut investir, designer, tester, lancer des campagnes. Mais le culte, lui, naît ailleurs. Dans les mains, dans les trajets, dans les pannes, dans les histoires, dans les premières rayures, dans le premier baiser sur un siège arrière, dans le premier départ en vacances avec trop de bagages. Dans la première fois où tu regardes ta voiture, garée en bas, et tu te dis « Elle fait partie de ma vie ». Peugeot veut une voiture qui soit prête pour tout ça. Mais pour y arriver, il faut d'abord accepter une vérité très dure. La 205 était aimée aussi parce qu'elle était imparfaite. Elle grinçait, elle vibrait, elle portait ses années comme un blouson usé. Et c'est précisément ce vécu-là qui la rendait humaine. Donc, le défi devient presque philosophique. Comment créer une voiture neuve, qui paraît déjà familière? Comment faire du moderne, qui donne envie de s'y attacher? Et au moment où l'idée de la future 206 commence à prendre forme dans les têtes, il y a une peur qui se répand comme une rumeur toxique. Et si Peugeot faisait trop joli? Et si, à force de vouloir séduire, il faisait fragile? Une voiture qui brille en concession, puis se fatigue trop vite. Une voiture qui fait rêver, puis déçoit. Parce que la France n'oublie pas les trahisons mécaniques. Une panne, un défaut, une fragilité, et tu peux perdre une génération de clients. Dans les cafés, ça se répète comme une légende noire. Moi,
Peugeot, plus jamais. Et ça, pour une marque, c'est pire qu'un mauvais test. C'est une malédiction. Alors Peugeot a besoin d'un coup de maître, pas d'une voiture correcte, pas d'une voiture moyenne plus. Une voiture qui frappe, qui s'imprime, qui devienne un visage dans la foule. Et c'est là que se prépare le premier twist, le premier piège. Pour sauver l'héritage, ils vont devoir oser quelque chose qui ressemble à une trahison. Une ligne plus sensuelle, une présence plus grande qu'une citadine. Presque une petite lionne qui bombe le torse. Une voiture qui, avant même de rouler, raconte déjà une histoire. Mais cette histoire, au départ, n'est pas celle du public. C'est celle d'un constructeur qui tremble et qui mise gros. Car au fond, la 206 ne naît pas d'un caprice de designer. Elle naît d'une nécessité. Continuer à faire battre le cœur automobile de la France au moment précis où ce cœur risque de changer de rythme. Et quand tu connais ce poids-là, tu comprends pourquoi, le jour où la 205 s'arrête, certains ont eu envie de laisser une pièce sous un tapis. Parce qu'ils savaient qu'ils enterraient une époque et qu'ils n'étaient pas sûrs que la suivante leur pardonnerait. La pièce sous le tapis, c'était presque une prière. Mais dans les bureaux vitrés, les salles de maquette et les couloirs qui sentent le café froid, on ne prie pas. On calcule, on dessine, on coupe, on recommence. Et surtout, on se dispute. Parce qu'une voiture comme celle-là ne se fabrique pas avec des « oui », elle se fabrique avec des « non » hurlés à 22 heures, des portes qui claquent et des prototypes qu'on ramène sur un camion comme des animaux blessés. Au départ, la 206 n'a pas encore de nom. Elle a des codes, des dossiers, des silhouettes, des feuilles où l'on griffonne des lignes qui ont l'air innocentes et qui pourtant vont décider de la manière dont des millions de Français vont se sentir derrière un volant. Le cahier des charges est un champ de mines. Il faut être compact, mais posé sur la route comme une voiture plus grande. Il faut avoir une gueule reconnaissable de loin, mais ne pas être grotesque. Il faut coûter tant, peser tant, protéger tant, et il faut plaire. Ce dernier mot, plaire, c'est celui qui fait peur, parce qu'il n'a pas de mesure fiable. On peut mesurer le freinage, on peut mesurer la rigidité, mais le désir, ça se devine, et se tromper coûte cher. On raconte qu'à un moment, dans les premières discussions, quelqu'un a lâché une phrase qui a glacé la salle. Si on fait une simple remplaçante, on est mort. Pas on vendra moins, pas on fera moins bien. Non, mort. Comme si l'entreprise jouait sa respiration sur un dessin de phare. Alors Peugeot décide d'une direction presque insolente. La prochaine petite voiture ne sera pas petite dans l'attitude. Elle aura des épaules, elle aura un regard. Elle aura cette posture qui fait qu'une citadine, garée devant un café, peut donner l'impression d'être un petit fauve prêt à bondir. Et là commence la guerre des lignes. Dans un studio de design, la lumière est toujours un peu trompeuse. On fait glisser des reflets sur une maquette en argile. On tourne autour comme autour d'un corps. On cherche le bon pli, la bonne courbe. Trop rond, ça fait jouet. Trop anguleux, ça vieillit vite. Et si le capot est trop haut, la voiture a l'air lourde. Trop bas, elle perd sa présence. Ce sont des millimètres qui font des réputations. À ce stade, il y a un premier twist silencieux. On croit souvent que le design naît libre. En réalité, le design naît enfermé. Il doit obéir à des contraintes que le public ne verra jamais. La place du moteur, les zones de déformation, les normes de crash, la position des pédales, la hauteur des phares, la visibilité, l'aérodynamique, le coût des pièces. Chaque ligne doit être belle et rentable, belle et réparable, belle et conforme. Et parfois, c'est là que surgit un choix presque pervers. Si tu veux une voiture plus sensuelle, plus large, tu peux tricher avec l'optique. Tu peux donner l'impression d'une voiture plus posée sur la route, sans qu'elle prenne réellement plus de place, en sculptant les volumes, en gonflant visuellement les ailes, en étirant les phares, en donnant à la calandre un sourire carnassier. Ce sourire, justement. La future 206 doit porter le lion, et le lion, en France, n'est pas un simple logo. C'est une identité. Il faut que la voiture ait un visage qui dise Peugeot sans même lire le badge. Une signature. Les designers travaillent comme des chirurgiens. Ils cherchent le regard. Une voiture peut être oubliée parce que son regard est banal, ou devenir une présence parce que son regard te suit. La 206 va miser sur ça. Des optiques longues,
presque en amande, qui donnent un air d'animal. Pas un animal mignon, un animal qui te jauge. Pendant ce temps, dans un autre monde, plus froid, plus bruyant, les ingénieurs parlent une langue moins romantique. Rigidité torsionnelle. Train roulant, amortissement, poids, bruit, vibration, dureté. Ce qu'ils veulent, c'est que la voiture soit agréable au quotidien, qu'elle ne se désarticule pas sur les routes mauvaises, qu'elle freine droit, qu'elle tienne sa ligne, qu'elle donne confiance. Et là aussi, il y a un conflit. Une citadine légère est vive et économique. Mais une citadine trop légère peut paraître cheap, peu sûre ou nerveuse au mauvais moment. Or, la fin des années 90, c'est la montée de l'exigence de sécurité. La voiture doit protéger sérieusement, pas un peu. Alors on renforce, on structure, on rigidifie. Mais chaque renfort ajoute du poids. Et chaque kilo est un adversaire. Il augmente la consommation, il fatigue les performances, il coûte. Et la 206 doit rester accessible. C'est là que la création devient une sorte d'obsession collective. Enlever 1 gramme ici, gagner 1 euro là, sans perdre l'essentiel. On cherche des compromis intelligents, on modifie une pièce pour qu'elle serve à 2 fonctions. On simplifie un assemblage, on négocie un fournisseur, on teste une autre épaisseur d'acier, on chasse le bruit parasite. On écoute la voiture comme on écoute un instrument. Parfois, ce n'est pas un problème mécanique, c'est une vibration, un frisson, une résonance qui te rend fou à 110 km/h. Les prototypes, eux, vivent une vie de souffrance. On les envoie rouler dans le froid, dans la chaleur, sur des pavés, sur des routes défoncées. On les secoue comme des maracas jusqu'à ce que quelque chose craque. Et quand ça craque, personne ne dit « mince ». On dit « bien, maintenant, on sait où ça casse ». Il y a une scène que beaucoup d'automobilistes ne s'imaginent pas. Celle d'une voiture neuve volontairement maltraitée, enfermée, sur un banc d'essai, à subir des cycles d'ouverture de porte, des vibrations, des secousses, comme si on voulait lui faire avouer un secret. Des ingénieurs notent, mesurent, recommencent. Ça peut durer des jours. Et c'est souvent là que naissent les détails invisibles. La façon dont une poignée résiste, le bruit d'un bouton, le clac d'une ceinture. La qualité perçue, c'est parfois juste l'absence d'irritation. Et pour une voiture populaire, l'absence d'irritation, c'est vital. Mais Peugeot ne veut pas seulement une voiture bien née, ils veulent une voiture désirable. Alors la création ne s'arrête pas au dessin extérieur. L'intérieur doit donner une sensation de modernité. Pas de luxe, non. De modernité. Un tableau de bord qui ne fait pas années 80. Une position de conduite qui convient à beaucoup de corps différents, des rangements, des tissus qui vieillissent correctement, des commandes qui ne donnent pas l'impression d'un jouet, et là, nouveau twist, plus tu veux une voiture universelle, plus tu affrontes un problème humain. Tout le monde n'a pas la même taille, les mêmes épaules, la même manière de conduire. Certains s'assoient haut, d'autres se couchent presque. Certains veulent voir le bout du capot, d'autres s'en moquent. Si tu rates l'ergonomie, tu perds des clients sans même comprendre pourquoi. Ils diront juste « je ne suis pas bien dedans ». Et c'est fini. Alors, on règle, on ajuste, on modifie l'angle d'un volant, la hauteur d'un siège, la course d'une pédale. C'est un travail de précision qui n'a rien de glamour, mais qui fait la différence entre une voiture qu'on subit et une voiture qu'on adopte. En parallèle, les motorisations se préparent. Une citadine polyvalente doit pouvoir exister en plusieurs versions. Des moteurs sages, économiques, pour la masse, des versions plus nerveuses pour ceux qui veulent du plaisir, des déclinaisons pour certains marchés. La 206 doit être une famille, et une famille, ça se pense dès l'origine. Si tu construis une voiture qui ne peut pas évoluer, tu te condamnes. C'est là qu'intervient un autre enjeu, presque industriel, la plateforme et la production. Une voiture qui vise des volumes énormes doit être fabriquée vite, bien, et de manière répétable. Ce n'est pas seulement assembler, c'est orchestrer une symphonie de pièces, de fournisseurs, de contrôle qualité, de logistique. Les chaînes, elles, n'ont aucune pitié. Un design qui semble simple peut être un cauchemar à produire. Une courbe trop complexe, une pièce trop coûteuse, un alignement trop délicat. Et tu perds du temps à chaque voiture. Du temps multiplié par des millions, ça devient un gouffre.
Donc, l'équipe doit constamment faire un compromis entre le rêve et la réalité. Ce qui est beau sur une maquette doit survivre au marteau de la production. Et c'est là qu'on imagine mal la pression. Parce que la 206 n'est pas seulement un futur modèle, c'est un pari sur des années, c'est un investissement colossal. On ne tente pas, on s'engage. L'usine, elle aussi, se transforme. On ajuste des outillages, on prépare des robots, on forme des opérateurs. Et dans ces moments-là, une rumeur flotte toujours. Est-ce qu'on est prêt? Parce que le lancement d'une voiture, ce n'est pas un bouton on-off, c'est un basculement. Si un lot de pièces est imparfait, si une soudure est mal réglée, si un contrôle est insuffisant, le défaut se reproduit, s'amplifie, se propage. Et le public, lui, ne pardonne pas une première impression ratée. Alors tout le monde surjoue la prudence, on multiplie les tests, on fait des pré-séries, on inspecte les alignements de carrosserie comme si c'était de l'horlogerie. On traque les défauts de peinture, on écoute les bruits de porte. Parce que dans une citadine, le moindre bruit parasite devient une insulte quotidienne. La 206 se construit ainsi, dans un mélange de tension et d'obsession, et pourtant, dans ce chaos, une idée claire grandit. Elle doit avoir une silhouette mémorable. Elle doit être photogénique, parce que la fin des années 90, c'est aussi l'ère de l'image. Les publicités ne vendent plus seulement une fiche technique. Elles vendent une attitude. La 206 devra être capable d'être une star dans une affiche, dans un clip, dans une rue parisienne sous la pluie, avec des néons qui se reflètent sur sa carrosserie. Tu vois l'ironie? On la conçoit pour être populaire, et on la pense comme une vedette. On veut qu'elle aille au supermarché, mais qu'elle puisse aussi briller, seule, sur un fond noir, comme un bijou accessible. Et plus le projet avance, plus une peur revient comme une migraine. Et si elle n'était pas à la hauteur de l'attente émotionnelle? Les ingénieurs peuvent livrer un bon produit, les designers peuvent livrer une belle forme, mais le public attend une sensation, un truc. C'est là qu'un choix discret devient déterminant. Faire une voiture qui donne l'impression d'être plus assise, plus stable, plus sérieuse, même en restant compacte. Une voiture qui inspire confiance, dès les premiers mètres. Une voiture qui n'a pas l'air de flotter. Et ça, c'est un réglage de châssis, de suspension, de direction, de compromis entre confort et précision. On travaille la direction pour qu'elle ne soit pas molle, sans devenir fatigante. On travaille les suspensions pour qu'elles encaissent les bosses, sans transformer la voiture en barque. On cherche ce point d'équilibre où, dans un rond-point humide, le conducteur moyen se sent capable, pas victime. Parce que la France, c'est aussi ça. Des routes secondaires, des ronds-points, des entrées d'autoroutes courtes, des pavés, des dos d'âne. Une citadine doit survivre à ce pays comme on survit à un caractère, avec souplesse et sang-froid. Et puis, dans les derniers mois avant l'apparition publique, il y a toujours ce moment étrange où la voiture existe déjà, mais personne ne doit la voir. On camoufle les prototypes, on les recouvre de formes, de motifs, d'adhésifs qui perturbent la lecture des lignes. On les fait rouler tôt le matin, tard le soir, comme des créatures nocturnes, et pourtant, parfois, quelqu'un aperçoit un phare, une proportion, et les rumeurs démarrent. La prochaine Peugeot, elle est comme ci, comme ça. Ce secret est presque comique, parce qu'il est fragile. Tu peux cacher une voiture, mais pas l'excitation, pas l'angoisse, pas la sensation qu'on s'approche d'un moment où tout peut basculer. Et c'est là que la 206, avant même d'être lancée, commence à devenir un personnage, une attente, une silhouette dans le brouillard, une promesse qu'on fantasme. Le plus cruel, c'est que, dans cette phase, les équipes savent déjà une chose. Quand la voiture sortira, elle ne leur appartiendra plus. Elle appartiendra aux gens, aux regards, aux jugements, aux comparaisons, aux moqueries possibles. Et parfois, en interne, quelqu'un lâche une phrase qui ressemble à une blague, mais qui est un avertissement. On ne construit pas une voiture, on construit une opinion. Parce que si la 206 réussit, elle ne réussira pas seulement par sa technique, mais par la manière dont elle fera sentir les gens plus libres, plus modernes, plus confiants. Si elle échoue, on dira qu'elle est trop ceci, pas assez cela. Et le public s'amusera à lui coller une personnalité, comme on colle des surnoms cruels au collège. Et au cœur de cette fabrication, il y a une dernière tension,
La 206 doit être prête à vivre longtemps, pas seulement quelques années. Une citadine populaire, si elle plaît, devient une évidence sur la route. Elle devient un paysage. Elle doit donc pouvoir se décliner, se renouveler, s'adapter, rester présente sans lasser. Alors Peugeot prépare déjà, en coulisses, des voies d'évolution, des variantes, des idées, comme si le modèle était un arbre et qu'on dessinait déjà ses branches. Tout ça avant même que le public ne voie la voiture. C'est ça qui est fascinant et un peu dérangeant. Une voiture qui deviendra culte est d'abord un objet de stress industriel, un objet de nuit blanche, un objet d'ego et de compromis, et parfois un objet de sacrifice. On renonce à certaines idées pour sauver le budget. On accepte une solution assez bien parce que la date de lancement approche comme un train. Et quand enfin la 206 est prête à se montrer, il y a ce silence étrange juste avant la tempête. Le moment où, dans une usine, les premières voitures sortent vraiment comme aux clients. Peintes, alignées, identiques, réelles. On pourrait croire que c'est un soulagement. En réalité, c'est souvent là que la peur est la plus pure. Parce que maintenant, ce n'est plus un prototype qu'on peut excuser. C'est la vérité. Et cette vérité s'apprête à entrer dans les concessions, à se faire toucher, juger, comparer, face à la mémoire sacrée de la 205. Et si elle est trop différente, on criera à la trahison. Si elle est trop proche, on criera à la paresse. Il lui faut un équilibre, presque impossible. La 206 va donc faire ce que font les meilleures créations populaires. Elle va tenter de ressembler à une évidence, alors qu'elle est le résultat d'un combat. Le jour où la 206 arrive en vitrine, il se passe quelque chose de bizarre. Les gens ne lisent pas la fiche technique. Ils s'approchent, comme on s'approche d'un animal inconnu, ils regardent les phares, puis la courbe du capot, puis les hanches. Ils font ce geste très français, un demi-sourire sceptique, comme s'ils voulaient dire « D'accord, montre-moi ce que tu vaux ». Et dans le même temps, un vendeur, quelque part, sent la sueur froide. Parce qu'il sait que la première phrase d'un client peut décider d'un mois de vente, une seule phrase, un seul jugement. Au départ, il y a deux camps. Toujours. Ceux qui voient la 206 et disent « Elle est belle, elle a une gueule ». Et ceux qui froncent les sourcils, c'est plus la 205. C'est plus pareil. Le choc est là. Peugeot a osé un style plus sensuel, plus adulte, presque insolent pour une petite voiture. La 206 n'a pas l'air d'un outil. Elle a l'air d'un objet qu'on choisit, d'un objet qui te choisit aussi, parfois. Et ça, sur le marché français, c'est dangereux et puissant. Parce que la France aime se moquer de ce qui fait trop. On n'aime pas les sbroufs. On n'aime pas le prétentieux. Une citadine qui se prend pour une grande, ça peut faire rire. Mais si c'est bien fait, ça devient un fantasme accessible. Et c'est exactement là que la 206 va planter ses griffes. Elle donne l'impression d'être plus classe que son prix. Dès les premiers mois, la route commence à se repeupler de ce visage nouveau. Et ce n'est pas juste une question de volume, c'est une question d'omniprésence. Tu la vois partout, dans les rues étroites, sur les nationales, dans les parkings de supermarchés, à la sortie des lycées, devant les immeubles, devant les pavillons. Et plus tu la vois, plus elle devient normale, et plus elle devient désirable. C'est paradoxal. La banalité, en France, peut fabriquer le culte, parce que ce qui est partout devient une partie du décor de ta vie, et le décor finit par te toucher. Mais la célébrité d'une voiture ne vient pas seulement de ses ventes, elle vient de ses histoires, de ce que les gens lui font subir. Et la 206 va en voir des choses. D'abord, il y a le rite de passage, la première voiture. La 206 devient, pour une génération, le premier volant sérieux. Pas la vieille carcasse héritée d'un oncle, non. La première voiture qu'on choisit, qu'on paye, qu'on assume. Elle est assez moderne pour ne pas faire honte, assez compacte pour rassurer les débutants, assez Peugeot pour que les parents disent « ça, au moins, c'est solide ». Et là, la 206 commence sa carrière la plus importante, celle de voiture initiation. Tu la vois conduite trop haut par des nouveaux permis qui serrent le volant comme une bouée. Tu la vois stationnée de travers avec un pare-choc déjà griffé. Première cicatrice, premier apprentissage. Tu la vois avec des autocollants ridicules, des jantes tuning discutables, des néons sous caisse parfois, parce que chaque génération veut marquer son territoire,
même sur une citadine. Et puis, il y a l'autre face, la 206 des travailleurs, celle qui se lève à 5 heures, qui prend les ronds-points dans le brouillard, qui avale les kilomètres sans glamour, une 206 diesel, souvent, qui devient une machine à trajet. Elle sent le café renversé, elle vit avec des chaussures de sécurité sur ses tapis, elle connaît les zones industrielles, les péages, les parkings de chantier. Elle n'a pas besoin d'être aimée, elle doit tenir. La voiture commence donc à se scinder en personnages. La 206 jeune, qui veut plaire, la 206 utile, qui encaisse, la 206 famille, qui transporte un siège bébé et des sacs de course. Et c'est là que sa légende se fabrique. Elle n'est pas une voiture pour un type de vie. Elle est une voiture qui se laisse coloniser par toutes les vies, Saint-Qui. Mais le marché français n'est pas tendre. Il teste tout. Il punit tout. Et l'exploitation, justement, révèle toujours les faiblesses. Une voiture populaire, c'est une voiture qui finit entre des mains qui ne la ménagent pas. Les entretiens sont parfois faits en retard. Les embrayages souffrent. Les suspensions prennent des coups. Les carrosseries frottent les murs. La 206 va être jugée sur un critère brutal. Est-ce qu'elle survit à la vraie France? Et la vraie France, ce n'est pas un circuit de test. C'est une rue où tu te gares en force. C'est un hiver humide. C'est une route pleine de nids de poules. C'est une voiture qui ne dort pas toujours à l'abri. C'est une clé qui tombe par terre. C'est une portière qu'on claque. C'est un chien mouillé sur la banquette. C'est un déménagement improvisé avec la banquette rabattue et un meuble qui dépasse un peu. Tant pis. La 206 est mise à l'épreuve comme une personne, et plus elle survit, plus elle gagne ce statut que les Français donnent rarement. La confiance. Mais la célébrité a toujours un prix. Et là surgit un twist. La 206 va être aimée et maltraitée exactement pour la même raison. Parce qu'elle est accessible, et parce qu'elle est partout, elle devient aussi la cible parfaite des clichés. La voiture des jeunes, la voiture des petites, route, la voiture de la voisine, la voiture de tout le monde. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a une opinion. Et en France, une opinion sur une voiture, c'est parfois plus violent qu'une opinion sur un film. Pourtant, malgré les débats, la 206 s'incruste. Elle s'installe. Elle devient un standard. Et là, un phénomène étrange commence. Elle passe du statut de nouveauté au statut de référence. C'est le moment où, quand tu compares une autre citadine, tu dis « Oui, mais face à une 206, la voiture devient une unité de mesure. » La route, elle, fabrique son propre marketing. Les gens en parlent. Les garagistes apprennent à la connaître. Les pièces circulent. Les versions se multiplient. Et c'est dans cette multiplication que la 206 va devenir plus qu'une voiture. Une petite galaxie. Parce qu'un modèle vraiment célèbre n'est pas seulement un objet, c'est un écosystème. Il y a les versions sages. Les versions plus sportives, celles qui font briller l'œil. Les séries spéciales. Les couleurs qui marquent une époque. Les intérieurs qui sentent les années 2000. Les publicités qu'on revoit et qui nous ramènent à une période précise de notre vie, la 206 devient une capsule temporelle roulante, mais ce qui la fait basculer dans la culture populaire, ce n'est pas seulement ce que Peugeot fait, c'est ce que les gens inventent autour d'elle. Elle devient la voiture des premières vacances autonomes. 4 amis, un coffre trop plein, des sacs qui débordent, un péage après, l'autre, la radio trop forte, et cette sensation de liberté un peu crasseuse, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour être confortable, mais on a assez pour partir. Et à la fin du voyage, la voiture est couverte d'insectes écrasés sur le pare-choc. C'est dégoûtant. Et c'est magnifique, parce que ça prouve qu'elle a vécu. Elle devient la voiture des couples. Les disputes à l'arrêt, les silences sur la nationale, les mains qui se touchent au-dessus du levier de vitesse, et parfois, les choses qu'on ne dit pas. Une voiture populaire, c'est un confessionnal mobile. Personne ne te regarde. Tout ce qui est dit là reste là. Et c'est pour ça qu'on s'y attache. Elle devient aussi la voiture des erreurs. Et ce point-là, personne ne veut l'admettre. Mais tout le monde le comprend. Dans une 206, comme dans beaucoup de petites voitures, de cette époque, tu as fait une bêtise. Un trottoir pris trop vite. Une marche arrière qui embrasse un poteau. Une portière rayée par mégarde. Un passager malade après une soirée. Les tapis souillés. Les odeurs tenaces. La vie, sans filtre. Et la 206 encaisse.
Elle devient la voiture qui connaît ton côté moins présentable. C'est là que le culte naît. Quand une voiture a vu ton meilleur et ton pire, et qu'elle continue à te transporter, tu finis par la considérer comme une complice. Tu peux la critiquer, mais tu la défends si quelqu'un d'autre la critique. C'est exactement le mécanisme de la famille. Et puis, il y a un autre accélérateur de célébrité. L'image sportive. En France, un modèle gagne un supplément d'âme quand il se relie, même indirectement, à une idée de performance, de rallye, de dynamisme. Même si toi, conducteur normal, tu ne fais jamais de compétition, tu aimes sentir que ta voiture a une cousine plus sauvage. Une version qui existe, quelque part, comme un animal plus dangereux dans la même espèce, la 206 profite de cette aura. Elle n'est pas seulement une citadine, elle est une citadine qui peut avoir du mordant. Et ça suffit pour nourrir le fantasme. Et à mesure que les années passent, elle fait ce que les voitures populaires font de mieux. Elle descend dans l'occasion, elle devient encore plus accessible, elle devient la voiture des étudiants fauchés, des travailleurs précaires, des familles qui serrent le budget, elle circule de main en main comme un objet de survie. Elle se revend, elle se répare, elle se bricole. Une voiture culte, c'est souvent une voiture qu'on peut encore sauver. Et là, nouveau twist, plus sombre. Quand une voiture devient partout, elle devient aussi invisible. On cesse de la regarder, on cesse de la voir. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là qu'elle devient un symbole, parce que quand on enlève la 206 du paysage, quand on commence à en voir moins, on ressent un manque. On se rend compte que c'était une époque, une texture de rue. La 206 devient, lentement, la voiture d'avant. Pas d'avant la guerre, non, d'avant les écrans partout, d'avant les SUV omniprésents, d'avant les tableaux de bord, comme des tablettes. Une voiture où tu conduis encore avec des sensations simples. Une voiture qui ne te parle pas, qui ne te surveille pas, qui te laisse tranquille. Et ce silence-là, aujourd'hui, ressemble à un luxe. Mais pendant ces années de gloire, la 206 n'est pas nostalgique. Elle est présente, elle est active. Elle fait partie du quotidien français, comme la baguette et le rond-point. Et au milieu de ce succès, il y a une scène que je veux que tu imagines, parce qu'elle est révélatrice. Un dimanche soir, parking d'un hypermarché. Il pleut. Des néons blancs se reflètent sur l'asphalte, des dizaines de voitures identiques, ou presque. Et au milieu, plusieurs 206. Elles ont des bosses, des rayures, des coffres pleins de courses. Elles ne sont pas héroïques, elles ne sont pas glamour, elles sont indispensables. Et tu comprends, soudain, que la célébrité d'une voiture ne ressemble pas à celle d'une star. Elle ressemble à celle d'un objet qui a rendu service, encore et encore, jusqu'à devenir une évidence nationale. C'est comme ça que la 206 devient célèbre, en étant la voiture qui accompagne la vie réelle, la vie parfois belle, parfois sale, parfois dégoûtante, souvent banale, mais toujours intense. Et ce qui la rend vraiment culte en France, ce n'est pas qu'elle a été la meilleure sur une fiche, c'est qu'elle a été la bonne voiture au bon moment, avec le bon visage, pour des millions de personnes qui avaient besoin d'un allié discret. Et quand un objet devient l'allié discret d'un pays, il finit par devenir un symbole. Et puis un jour, sans annonce officielle, la 206 commence à faire un truc étrange. Elle cesse d'être la voiture d'aujourd'hui et devient la voiture dont on se souvient. Pas parce qu'elle disparaît d'un coup, non, au contraire, elle traîne encore partout, cabossée, vivante, parfois rafistolée comme un vieux blouson. Mais l'époque, elle, a tourné la page. Les vitrines se remplissent d'écrans, de silhouettes hautes, de promesses technologiques. La route change de goût. Et là, tu comprends ce que la 206 a réellement fait à la France. Elle a été une charnière. Un pont, un modèle qui a aidé un pays à passer d'un monde simple à un monde plus compliqué, sans perdre complètement l'âme en route, parce que l'héritage d'une voiture culte n'est pas une liste de chiffres, c'est une empreinte. Une manière d'avoir déplacé les attentes, une manière d'avoir changé ce que les gens trouvent normal dans une petite voiture. Avant la 206, une citadine pouvait être tolérée comme un compromis. Tu acceptais le petit, tu acceptais le basique, tu acceptais que ce soit juste une voiture. Avec la 206, Peugeot impose autre chose. L'idée qu'une citadine doit aussi être désirable,
Et ça, pour l'industrie, c'est une mutation. Les marques comprennent que la bataille ne se joue plus seulement sur le prix et l'économie, mais sur la silhouette, la présence, la sensation. La 206 a contribué à installer une règle tacite. Même une voiture populaire doit avoir du style. Même une voiture, pour aller bosser, doit avoir un visage. Même un modèle d'entrée de gamme doit pouvoir provoquer une émotion. Un « je la veux », pas seulement un « ça suffira ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une révolution commerciale. Parce que dès que tu changes l'émotion, tu changes le marché. Tu obliges les concurrents à répondre, tu obliges les designers à prendre plus de place dans la stratégie, tu obliges les bureaux d'études à accepter un objectif flou mais tyrannique. Faire battre un petit cœur, et la 206 ne fait pas que rendre le style obligatoire. Elle prouve aussi qu'on peut donner à une compacte une allure plus grande, plus plantée, plus confiante, sans changer son rôle. Elle joue sur les volumes, sur les proportions, sur ce trompe-l'œil intelligent qui dit « Je suis petite, mais je ne suis pas fragile ». Ça devient une leçon reprise partout. La perception compte autant que la dimension réelle. Tu ne vends pas seulement des centimètres, tu vends une posture, mais son héritage le plus profond, il est peut-être dans la façon dont elle a redessiné le rapport des Français à leur voiture. La 206, c'est la citadine qui a servi à tout, et en servant à tout, elle a rendu la polyvalence non négociable. Après elle, une citadine ne peut plus être uniquement citadine. Elle doit être citadine et routière, citadine et familiale. Citadine est capable de jouer à la sportive. Citadine est suffisamment sérieuse pour durer. Elle a donc participé à cette montée en gamme silencieuse des petites voitures. Plus de sécurité, plus d'équipement, plus de confort perçu, et ça, c'est une spirale. Une fois que le public s'habitue à un certain niveau, il n'accepte plus de revenir en arrière. Ce qui était un plus devient un dû. Et ce mécanisme, l'industrie entière l'a vécu. En cherchant à rendre la voiture populaire séduisante, on l'a aussi rendue plus complexe, plus équipée, plus lourde, plus chère à produire. La 206 est au cœur de cette époque où les citadines deviennent des mini-grandes voitures, où l'on demande aux petits gabarits de porter des ambitions de grands. Là, il y a un twist un peu cruel. La 206, en faisant monter l'exigence, a aussi contribué à rendre la voiture populaire. Moins simple, les conducteurs gagnent en confort et en sécurité. Mais ils perdent parfois cette rusticité magique de l'ancienne génération, celle qu'on réparait avec 3 outils et une bonne dose de débrouille. La 206 reste encore assez humaine pour être comprise. Mais elle annonce déjà un futur plus verrouillé, plus électronique, plus normé. Et pourtant, elle ne trahit pas complètement le peuple automobile français. Au contraire, elle lui offre un objet capable de durer dans l'économie réelle. Une voiture que l'on peut acheter neuve, puis revendre, puis revoir rouler 10 ans plus tard avec une autre famille à bord. Elle devient une monnaie de circulation sociale. Elle passe de main en main, elle accompagne des ascensions, des galères, des déménagements, des divorces, des nouveaux départs. Sa présence sur le marché de l'occasion, pendant des années, participe à maintenir une forme de mobilité accessible. C'est un héritage rarement célébré, mais extrêmement concret. La liberté de bouger n'est pas seulement une question de rêve, c'est une question de budget. Et dans l'industrie, la 206 laisse aussi une marque sur la manière de décliner un modèle. Elle ne se contente pas d'exister en une seule silhouette figée. Elle vit, elle s'étire, elle se multiplie, elle se renouvelle au fil du temps. Elle devient une base, un langage que Peugeot sait parler de plusieurs façons. Et ce savoir-faire-là, faire d'une citadine un univers, s'inscrit ensuite dans la stratégie des générations suivantes. La voiture n'est plus juste un modèle. Elle devient une plateforme de récit. Mais au-delà des aspects industriels, il y a quelque chose de plus viscéral. La 206 a influencé la façon dont la France regarde la notion de culte. Parce qu'une voiture culte, dans l'imaginaire, c'est souvent une voiture rare, une voiture exceptionnelle, une voiture de passionné, une voiture qu'on expose. La 206 prouve l'inverse. Une voiture peut devenir culte précisément parce qu'elle est populaire, parce qu'elle est partout, parce qu'elle a été la toile de fond de millions de vies ordinaires, elle devient une icône démocratique. Et ça, culturellement, c'est puissant. Ce n'est pas un culte de collectionneur, c'est un culte de mémoire. Tu veux une preuve ?
Regarde ce que la 206 déclenche quand on en parle. Les gens ne commencent pas par « elle avait tant de chevaux ». Ils commencent par « moi, ma 206 ». Et là, tout sort. Les trajets de nuit, la musique trop forte, la pluie sur le pare-brise, les sièges, qui sentent l'été, les embouteillages, les fous rires, les pannes aussi parfois, les frayeurs sur l'autoroute, les premiers amours, les ruptures, les retours chez les parents à 1 heure du matin, le coffre rempli jusqu'au plafond, ce genre d'objet devient culte quand il se transforme en machine à souvenirs. Et la 206 est une machine à souvenirs parce qu'elle a été une machine à vie. L'héritage se voit aussi dans l'image de marque. Peugeot, à travers la 206, renforce cette identité française du bon compromis dynamique. Une voiture qui n'est pas un canapé, mais qui n'est pas une punition non plus. Une voiture qui donne un peu de plaisir, un peu de tenue de route, un peu de caractère. La 206 participe à ancrer l'idée que la petite Peugeot doit être agile, vive, presque malicieuse, pas seulement utilitaire. Ce trait-là continue ensuite d'exister dans la manière dont on attend une Peugeot. Un soupçon de mordant, même en entrée de gamme. Et il y a un autre héritage, plus discret. La 206 a été l'une des dernières grandes icônes de l'époque où la France roulait encore. Massivement en petites voitures basses, simples, à taille humaine, avant que l'obsession des silhouettes hautes ne gagne tout. Quand les SUV deviennent la norme, la 206, elle, reste comme une photographie d'un pays qui se déplaçait autrement. Un pays où la route était peuplée de voitures compactes, proches du sol, plus légères, plus modestes dans leur posture. Elle devient un symbole d'une France moins gonflée, moins surélevée, moins intimidante. Une France qui se faufilait, et là, l'ironie est mordante. La 206, qui avait été conçue pour donner l'impression d'être plus grande qu'une citadine, finit par devenir, avec le recul, un symbole de petite voiture raisonnable. Le monde a tellement changé autour d'elle qu'elle paraît presque minimaliste. Comme si elle avait rapetissé dans notre regard, comme si le futur avait gonflé tout le reste. Mais l'héritage le plus touchant, c'est peut-être son rapport à la brutalité du réel. La 206 est restée longtemps une voiture réparable, sauvable. Une voiture qui n'a pas été immédiatement expulsée de la route par l'explosion des coûts ou par une sophistication inaccessible, et dans la culture française, ça compte énormément. On aime les objets qui peuvent être prolongés, rafistolés, transmis, un objet qui résiste au jetable, un objet qui dit « je ne suis pas parfait, mais je tiens ». C'est un héritage moral, presque, une philosophie mécanique. Et maintenant, approche-toi d'une 206 stationnée aujourd'hui, va la voir comme si c'était la première fois. Tu remarqueras des détails que tu ne regardais plus. La courbe des ailes, le regard un peu animal, les proportions qui sentent les années 2000, et surtout, ce qu'elle dégage, une honnêteté. Elle ne cherche pas à être une tablette roulante, elle ne promet pas une révolution numérique. Elle est là pour transporter de la vie, tout simplement. Et c'est là qu'on touche au vrai pourquoi elle est culte en France. Parce que la France ne vénère pas seulement le prestige, elle vénère les objets qui ont accompagné, les objets qui ont traversé les classes sociales, les objets qui ont été aimés par ceux qui n'avaient pas grand-chose et respectés par ceux qui pouvaient avoir mieux, les objets qui ont été des passerelles entre l'adolescence et l'âge adulte, entre la dépendance et l'autonomie, entre le rêve et la route. La 206 a été cette passerelle, et voici le dernier twist, celui qui fait mal et qui fait sourire à la fois. Une voiture devient culte quand elle commence à disparaître, mais qu'elle ne disparaît pas complètement. Elle devient culte quand elle est encore là, par endroits, comme un fantôme familier. Quand tu en vois une passer, un peu fatiguée, tu ne te dis pas « tiens, une vieille voiture ». Tu te dis « ah, ça me rappelle ». Et ce rappel, c'est une émotion immédiate. Une émotion nationale. La 206 a donc laissé à l'industrie un message clair. La citadine peut être une star. Et à la France, elle a laissé quelque chose de plus rare. Une sensation partagée. Un souvenir collectif, roulant, quotidien, légèrement sale parfois, légèrement cabossé souvent, mais incroyablement vivant. Parce qu'au fond, une voiture culte, ce n'est pas une voiture parfaite. C'est une voiture qui a un visage, une voiture qui a accompagné, une voiture qui a survécu à nos erreurs, une voiture qui,
même quand elle pue un peu l'essence froide et les vieux étés, te donne envie de lui tapoter le toit comme on tapote l'épaule d'un vieux copain. « Allez, encore un trajet »